Chers amis, Madame la députée européenne, Mesdames, Messieurs les présidents, je voudrais tout d'abord remercier votre présidente nationale, Laurence Bouloir, et locale, Ligaya Laloué, de m'avoir invité à participer à votre congrès. C'est pour moi un très grand honneur et un vrai plaisir. Je suis d'autant plus touchée que cette invitation arrive en cette année 2012, une année particulière pour la Jeune Chambre, qui célèbre ses 60 ans. Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer ici à Tours il y a quelques mois de ça, au cœur de cette énigmatique étoile bleue, dans le cadre d'autres fonctions, et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Laurence, Louis et tant d'autres responsables locaux et nationaux. J'ai été très impressionnée par votre association. Et comme vous le savez, je suis particulièrement préoccupée par les questions de jeunesse, et en particulier la jeunesse des talents, celle que j'aimerais que notre pays valorise davantage. Et en vous voyant, on comprend que la jeunesse des talents se trouve ici aussi. On prend une grande bouffée d'optimisme et de confiance en l'avenir. Talent, leadership, esprit d'entreprise, responsabilité sociale, solidarité, voici les maîtres mots que je retiens de la Jeune Chambre. Et surtout, pour l'ex-secrétaire d'État aux droits de l'homme que je suis, comment ne pas être sensible à la charte des valeurs humanistes qui inspire la Jeune Chambre économique, jusqu'à cette dimension internationale qui renforce le caractère universel du réseau et surtout vous donne en tant que citoyen du monde cette ouverture qui veut que rien de la mondialisation ne vous échappe. Il faut dire qu'avec ces 160 jeunes chambres locales, ces fédérations régionales, ces milliers de membres venant d'horizons très divers, la Jeune Chambre sait d'où elle tire sa richesse. Acteur d'un changement positif, vous changez la vie en améliorant le monde, rien que ça. Et en ce faisant, vous vous améliorez vous-même. C'est une extraordinaire philosophie de vie qui devrait être prise en exemple, je pense, par l'ensemble de vos congénères de la même génération. Car tout le monde, il faut quand même être lucide, n'a pas la chance d'appartenir à une jeune chambre et à toutes les opportunités qu'elle peut offrir. Vous êtes un réseau donc ouvert à des initiés. Or, vous n'êtes pas une jeunesse à part. Je crois que votre action trouvera aussi son ultime efficacité dans le leadership que vous pouvez prendre dans cette génération-là. La jeunesse précaire, la jeunesse étudiante, la jeunesse des cités, la jeunesse rurale, elle existe aussi autour de vous. Et puissiez-vous trouver les relais en leur direction qui permettent ensemble de faire génération, selon une expression que j'aime beaucoup. Et c'est de cette jeunesse-là qui n'a pas forcément votre regard, dont j'aimerais dire quelques mots. Car de la Grèce à la Grande-Bretagne, cette jeunesse-là, elle dit l'inverse de vous, c'est-à-dire son manque de confiance en nos institutions, qu'il s'agisse du pouvoir politique ou du pouvoir économique que vous représentez au sein de la Jeune Chambre. En France, cette jeunesse-là est même la plus pessimiste d'Europe. Comment imaginer l'avenir avec audace quand ceux qui feront cet avenir n'y croient pas? Comment affronter les défis du monde sans les forces de la jeunesse pour insuffler à notre pays espérance et dynamisme? C'est, je crois, la question fondamentale qui est posée à notre pays depuis 20 ans et à laquelle aucune réponse n'est apportée. Et j'ai la conviction, comme me disait Laurence tout à l'heure, que c'est dans ce constat que se niche le sentiment confus de déclin de notre pays depuis 30 ans. Et notre pays le paye déjà. Elle le paye, passons sur les 20% de jeunes au chômage, les 20% de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, les 150 000 jeunes qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation, les 35% d'emplois aidés qu'ils occupent dans l'économie. Il y avait là matière depuis bien longtemps à faire de la jeunesse la priorité de notre pays. Mais il y a pire que ça, il y a le conservatisme. Parce que je crois vraiment que ce qui menace notre société, ce n'est pas le vieillissement de la population. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, je pense que ce qui inquiète et tétanise,
c'est le vieillissement de notre conception du monde. On sent bien que les Français sont consternés par l'absence de renouvellement culturel et intellectuel de notre pays. Et ce sont la plupart des Français, au-delà des jeunes, au-delà de leurs enfants, qui se soucient de l'impréparation majeure de notre pays aux défis de demain. La dette explosive, la gestion des prélèvements obligatoires, l'école qui joue de moins en moins son rôle d'ascension sociale. Il ne faut pas voir ailleurs, je crois, le malaise profond de notre pays, qui, anciennement si grand, n'arrive pas aujourd'hui à s'engager dans l'avenir et donc cultive de fait une forme de repli ou de nostalgie de sa grandeur d'avant. Je crois vraiment que pour être en capacité de changer de cap, il faut que nous changions notre regard sur la jeunesse. Parce que c'est elle qui nous donnera les moyens de maîtriser notre destin. Et pourquoi pas, comme vous le faites, de changer le monde. Un jeune Iranien en résistance sous Ahmadinejad, un jeune Haïtien qui reconstruit après le séisme, un jeune Égyptien qui monte sur les chars de Moubarak, on trouvera toujours des reportages très valorisants pour vanter leur courage. Mais un jeune Français, rarement. Lui, c'est une espèce de boutonneux assez passif devant son internet, qui brave Adopi, peut-être dont le rêve est de participer à l'île de la Tentation. Quand il est politisé, il fait la une du journal, le point levé, parce qu'il manifeste devant telle ou telle réforme. Dans sa version violente, il est cagoulé, il brûle des voitures. C'est ainsi que la jeunesse est perçue en France. Et je regrette profondément qu'elle ne soit médiatisée que sous ces angles-là. Moi, j'aimerais qu'on voit la jeunesse des talents et de l'audace comme celle que vous incarnez. J'aimerais qu'on voit aussi l'immense majorité invisible. C'est-à-dire ces 15 millions de jeunes de 18 à 25 ans qui ne manifestent pas, qui ne passent pas leur journée à rien faire, ou qui ne caillassent rien. Et cette jeunesse-là, c'est la jeunesse au travail, c'est celle qui essaye de faire des études, de trouver un travail, de fonder une famille. Et simplement, il n'y a pas grand monde pour le dire, pour porter la parole de cette majorité invisible, puisque les syndicats n'hébergent que 1% de jeunes, les partis politiques que 2% de jeunes, les organisations étudiantes ne s'intéressent qu'aux étudiants, et d'ailleurs sous l'angle plus de leurs droits de sécurité sociale, tout simplement, ils ne voient pas en eux des travailleurs potentiels. Les assemblées parlementaires sous-représentent les jeunes, et du coup la jeunesse n'est pas relayée dans son discours, dans son existence, dans ses aspirations, dans l'espace public. Et puis une partie de cette jeunesse, je crois, se trouve celle dont on a raté l'entrée dans la vie active, et donc la vie future. Et donc ça donne mauvaise conscience au reste du pays. Et cette partie qui est la plus souffrante de la société, et donc la plus cachée, parler d'elle, c'est parler des choses qui fâchent, c'est parler de ce qu'on a raté. Et c'est reconnaître que la misère ne concerne pas seulement la jeunesse des banlieues, mais qu'elle peut être blonde aux yeux bleus. C'est admettre que le diplôme ne garantit plus l'emploi. C'est admettre que les orientations scolaires sont trop linéaires, que le destin se joue entre 18 et 25 ans, que si dans cet espace-là de vie, vous n'arrivez pas à avoir le bon diplôme, c'est très difficile après de changer de cap. Et comme en plus cette jeunesse, elle ne vote pas forcément, eh bien, il vaut mieux, quand elle vote pas forcément bien, il vaut mieux ne pas la réveiller. Et je trouve cela absolument incroyable, cette vision à la fois médiocre et sombre qu'on a de cette jeunesse, et qui se trouve donc de fait marginalisée. Et le résultat, c'est que quand les jeunes veulent renouer avec un peu d'optimisme et d'idéal démocratique, eh bien, ils s'en vont. Ils se barrent, en Chine, aux États-Unis, à Dubaï. Ils partent parce que l'exil, c'est une manière effectivement de rabattre les cartes. Et je trouve franchement que c'est un signal significatif de voir la 5e puissance mondiale voir
ces jeunes partir, n'ayant plus comme perspective que le départ, voire l'exil. Alors moi, je pense que la France a besoin de ces talents. Je pense que ces talents existent, je pense qu'ils ont besoin d'être valorisés, je pense qu'il faut un pacte durable, effectivement, national et urgent pour la jeunesse. Il ne suffit pas de scander le mot jeunesse pendant les campagnes électorales. Il faut s'attaquer au système scolaire et à ses dérives, parce que si derrière les succès, certains qui font la fierté de notre modèle scolaire, eh bien on devine aussi des classements qui peuvent éliminer implacablement un système qui profite aussi aux plus habiles, aux mieux informés. Et je crois vraiment que si on veut d'abord redonner à la jeunesse confiance, il faut commencer par une vraie transformation de l'école. Il faut redonner à l'école son caractère républicain. Je crois aussi que, au-delà de la question de la jeunesse, c'est la question de la France qui est posée. Les nations sont décidément mortelles. Et sans une jeunesse enthousiaste, pour les continuer. Or, notre pays, on le sent, tâtonne dans un monde globalisé, qui est sans cesse en mouvement. Il n'y a plus ces vérités idéologiques qui structuraient le monde, qui nous permettaient de savoir, entre le capitalisme et le communisme, dans quelle direction aller. Il n'y a plus tout cela. Et donc, il y a quelque chose à inventer, un monde nouveau à dessiner, et une vraie promesse. Et je crois que la fin des idéologies aujourd'hui ne doit pas signifier une quelconque fin de l'espérance. Et donc, tout le défi de cette génération, aussi bien celle qui connaît le monde, qui essaye de lui insuffler son sens de l'engagement, tout comme celle qui est plus en situation de précarité, tout le défi aujourd'hui, c'est de donner du sens à ce monde sans repère. C'est de marquer son époque, comme les générations précédentes ont marqué leur époque. Et je crois vraiment qu'à leur tour, les jeunes Français doivent être les arbitres de la démocratie et du monde actuel. Et c'est précisément cela qui me plaît dans votre association et dans ce qui anime la Jeune Chambre économique. Ce qui me plaît, c'est que ces membres, par leurs actions, ont su ou savent chaque jour réenchanter l'avenir, donner un contenu au présent, donner du sens à un monde qui n'a pas de repère, et du sens au sens de direction comme au sens de signification. Donner une âme à l'entrepreneuriat, un sens à l'initiative, une responsabilité aux actions menées. Bref, ce qui me plaît dans la Jeune Chambre, c'est qu'elle s'est proposée une direction, un projet, c'est qu'elle s'est donné, comme le disait Lancela, un élan vital à notre pays. Élan vital par lequel, effectivement, nous pourrons continuer en tant que Français à participer à la transformation du monde. Et je crois honnêtement que si aujourd'hui la Jeune Chambre est arrivée à célébrer ses 60 ans, cet anniversaire exceptionnel dans sa durée, dans sa performance, c'est parce qu'elle a su être à la hauteur de cette exigence-là, cette exigence immense qui concerne non seulement la France, mais quelque part aussi une certaine idée de l'universel. Je vous remercie.